On m'a demandé d'évoquer, de dévoiler un peu la situation de la médiation culturelle en Angleterre. C'est un concept que je commence seulement à comprendre. La phrase médiation culturelle n'est pas une phrase dont on se sert en Angleterre. On parle de community arts, de participatory arts, de ce genre de choses. Mais j'ai pensé que la meilleure façon de vous dévoiler cette expérience, ce serait d'abord de commencer avec un regard sur une région moyenne, la région où j'habite, qui s'appelle East Midlands. Je vais vous offrir une analyse des approches de la médiation culturelle telle que je la vois. Et finalement, je vais vous laisser quelques réflexions sur les causes et les conséquences de ce développement. Bon, pour commencer, les East Midlands. Le nom de toutes les régions anglaises est purement géographique, mais cette carte vous donnera une idée d'où c'est. C'est au centre et c'est à l'est. Nous avons 6 départements, dont un est tout petit. Vous le voyez au milieu de la carte. Il n'a que 47 000 habitants. 5 villes principales, dont 4 ont environ 600 000 habitants. Mais c'est aussi une région où 30% de la population vit dans des conditions de ruralité, ce qui est un niveau assez élevé pour l'Angleterre aujourd'hui. Et nous avons 4 millions d'habitants environ. Ce n'est pas une région très connue, même en Angleterre. Et nous avons, au dernier recensement, 8,7% de minorités ethniques, c'est-à-dire surtout des personnes qui ne sont pas d'origine européenne. En fait, si on comptait les personnes d'origine européenne depuis l'élargissement de l'Union européenne, ce chiffre est aujourd'hui certainement beaucoup plus élevé. C'est une région où il y a une très grande diversité. Nous avons de grandes villes riches, mais aussi avec des quartiers très pauvres et des espaces ruraux. J'ai choisi cette photo parce que c'est un peu l'idée que moi j'ai du Canada, alors j'ai pensé que ce serait approprié. Nous avons des collines aussi. C'est une région qui change aussi. Nous avons une population croissante, donc 5% de croissance de la population, ce qui est un peu plus haut que la moyenne du pays, mais aussi un déplacement vers le sud et à la campagne. Et cette carte vous montre les parties de la région qui sont en croissance, et plus elles sont bleues, plus elles sont en train de croître. Et ce que vous voyez au milieu de la carte en jaune, ce sont les anciennes villes, les grandes villes qui sont en train de perdre leur population, et les anciennes régions d'industrie lourde et de mines. Nous avons aussi des grandes diversités de pauvreté et de prospérité. Le taux de chômage dans la région est à un petit peu moins de 6%, mais à Nottingham où j'habite, c'est à 9%. Et dans certains quartiers de Nottingham, c'est certainement jusqu'à 50%. Et les inégalités de la santé sont également assez prononcées. La longueur de la vie peut changer, peut différer de jusqu'à 10 à 15 ans si vous habitez dans une partie de cette région ou une autre. Là, de nouveau, ce que vous voyez en bleu, ce sont les régions, les quartiers les plus pauvres du pays, de la région. Donc, surtout les grandes villes et la côte. Bon, je vous donnais cette image d'où j'habite et d'où je viens, un peu pour situer la question. Parce que pour moi,
la culture, dans son engagement communautaire, si je puis dire, ça commence par qui on est, où on est. Et c'est important de comprendre ça. Voici quelques images contrastantes de la culture de la région. Il y a le Carnival de Nottingham, une galerie d'art contemporain, et une partie qu'on néglige très souvent, c'est-à-dire les grandes maisons ducales qui sont de grands centres de culture et de patrimoine dans la région. Tout cela est entièrement typique de l'Angleterre. Vous trouverez les mêmes éléments un peu partout. Et j'ai choisi la région, en partie naturellement parce que c'est la mienne, mais parce qu'elle est très moyenne. Le taux par exemple, le 8,7% de la population qui n'est pas d'origine européenne est la moyenne pour tout le pays. Bon, je vais vous donner une idée de ce qu'il y a comme infrastructure et développement culturel. Mais avant de faire ça, je voudrais dire que je travaille dans ce domaine maintenant depuis 30 ans. Et dans cette période, j'ai vécu un changement que je puis dire vraiment historique dans la position de la culture, dans la politique du pays, au niveau social, au niveau économique. Quelque chose qui était à la marge quand j'ai commencé ma carrière, qui était vraiment très peu reconnu et très peu de gens s'intéressaient, est aujourd'hui tout à fait au centre de nos préoccupations sociales, politiques, idéologiques et économiques. Et je dirais même, et j'y reviendrai à la fin, je dirais même qu'on y prête trop d'importance aujourd'hui. Je vais vous donner une idée un petit peu du développement culturel dans ma région. Mais deux choses avant de faire cela. D'abord, il faut expliquer que la culture, les organisations et les culturelles dont je vais parler sont financées plus ou moins un tiers par l'État national à travers le ministère de la Culture et le Arts Council, un tiers environ par les municipalités et un tiers environ par leurs recettes et un petit peu les fondations privées. Ça varie naturellement. Un théâtre comme celui-ci, le théâtre de ma ville, gagne beaucoup plus de son budget à travers ses recettes qu'un projet de quartier qui n'a pas les mêmes possibilités. Mais vous pouvez garder en tête plus ou moins une économie mixte où il y a l'État, la municipalité et le commerce, si vous voulez. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le budget du Arts Council pour ma région, et je suis aussi président du conseil régional du Arts Council dans ma région, notre budget pour 60 organisations culturelles est inférieur au budget du English National Opera à Londres. Donc, nous soutenons la culture dans 6 départements pour 4 millions de personnes avec le budget d'une maison d'opéra. Ça fait environ 12 opéras. Ça fait environ 12 millions de livres par an. Alors, nous avons l'infrastructure classique, 4 ou 5 théâtres. Nous avons de nouveaux projets financés par la Loterie nationale qui existe en Angleterre depuis relativement peu de temps. Ça, c'est le nouveau théâtre à Leicester qui est ouvert depuis 2 semaines, un théâtre tout à fait éblouissant qui mène la régénération d'un quartier de cette ville qui sera probablement la première ville anglaise à être où les personnes d'origine ethnique blanche seront dans la minorité, peut-être d'ici 2-3 ans. Nous avons
beaucoup d'organisations culturelles, j'ai parlé d'une soixantaine, il y en a naturellement beaucoup plus, c'est une soixantaine qui sont financées à un niveau d'un financement annuel. Ça, c'est l'orchestre de chambre Viva, jouant dans un concert au festival de Derby avec un DJ qui s'appelle Bobby Friction, qui est d'origine indienne, je crois, en train de créer quelque chose de tout à fait nouveau pour engager un nouveau public. Beaucoup de plus petites organisations culturelles, ça c'est Dance For. Et je vous montre ces organisations parce que ni le théâtre que j'ai montré, ni l'orchestre, ni Dance For n'estiment que la médiation culturelle soit quelque chose de nouveau, de différent, de difficile. Au contraire, pour toutes ces organisations, c'est la norme. Ils s'attendent à chercher à trouver un nouveau public constamment. Et ils sont à la recherche de ce nouveau public. Et ce n'est pas entièrement un acquis. Je ne veux pas vous donner l'idée que l'Angleterre est un genre de paradis dans ce sens-là, ni dans aucun autre. Mais pour les organisations les plus intéressantes, les plus aventureuses, et souvent celles qui ont le plus de succès, ils voient que ce que je vous ai montré avant, ou par exemple ici une compagnie de théâtre Métro Boulot Dodo et une compagnie d'art plastique qui font un travail dans la campagne du Northamptonshire en partenariat. La ruine derrière, c'est une ruine du National Trust. De créer des nouvelles possibilités comme ça, ils le font non seulement par volonté de s'ouvrir à de nouveaux publics, mais aussi par volonté d'exploration culturelle et esthétique pour essayer de trouver de nouvelles histoires, comme l'a dit Bill, et de nouvelles façons de travailler. Et finalement, il y a un très grand nombre de programmes sociaux et économiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des initiatives culturelles, ce sont des initiatives dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la régénération, qui se servent de plus en plus d'artistes et d'interventions culturelles pour soutenir leur travail. Et ça peut paraître nouveau, mais je peux vous dire qu'il y a une organisation qui a toujours investi plus dans la musique en Angleterre que le Arts Council, et c'est l'armée. L'armée soutient beaucoup plus de musiciens que le Arts Council depuis avant la dernière guerre. L'image que je vous montre ici, c'est une organisation qui s'appelle Creative Partnerships, qui est une initiative qui a été développée par le gouvernement de Tony Blair vers la fin des années 90, à la suite d'un rapport par Ken Robinson sur l'éducation et la culture. C'est une organisation nationale qui a comme mission d'ouvrir surtout aux jeunes dans les écoles défavorisées du pays, la culture et la créativité comme facteur d'éducation. Ce programme a été tellement a eu un tellement grand succès qu'il va devenir indépendant du Arts Council le printemps prochain. Et à ce moment-là, il deviendra l'organisation nationale la plus importante du Arts Council. C'est-à-dire, il recevra plus de fonds qu'aucune autre organisation soutenue par le Arts Council. Et c'est symbolique pour moi, parce que pendant 60 ans, l'organisation qui recevait le plus d'argent du Arts Council, c'était le Royal Opera House. Le printemps prochain, ce sera une organisation qui soutient plus de 3500 artistes pour travailler dans 36 régions avec les enfants les plus défavorisés du pays. C'est ça que j'évoque
quand je parle d'une transformation profonde. Bon, comment comprendre ce développement? Vous avez déjà eu ce matin un petit peu de théorie. Bill vous en a offert encore tout de suite. Je vais vous offrir ma version schématique. Ce dont j'ai parlé, c'est un très grand terrain. Je le conçois comme ça. Et dans ce terrain, il y a différents éléments, différents genres de projets, et je les classifie par leur intention. Alors, il y a des projets qui ont comme intention d'améliorer l'accès à la culture qui existe déjà. Ensuite, il y a des projets qui ont comme but des résultats sociaux, c'est-à-dire de transformer la situation, que ce soit l'exclusion sociale ou les problèmes économiques ou des questions de criminalité ou tout ce que vous voulez. Des projets qui visent des résultats sociaux. Et finalement, ce que je vois aussi, et c'est le domaine qui m'intéresse personnellement le plus, c'est ce que j'appellerais l'inclusion culturelle, c'est-à-dire les projets qui ont comme but d'aider les gens à devenir acteurs dans la culture de leur société et dans la culture de leur pays. Acteurs entièrement indépendants, autant qu'aucun humain est indépendant, mais c'est-à-dire acteurs autonomes, créeurs de leur propre culture, leur propre identité et engageant cette production dans la vie culturelle du pays. Bon, je vais illustrer un petit peu avec 3 projets précis, les 3 pôles de ce territoire. D'abord, l'accès à la culture. Comme exemple, je vous cite une organisation qui s'appelle Engage, qui est l'association qui soutient l'éducation dans les galeries d'art. L'image que vous voyez, ça fait partie d'un programme où différentes galeries ont travaillé avec des gens handicapés dans leur société, dans leur ville, et ont créé des projets pour les aider à venir aux galeries, à commencer à s'identifier eux-mêmes, et commencer à ouvrir leur esprit à la possibilité de travail artistique eux-mêmes. Ça, c'est un projet dans un centre pour personnes sourdes à Birmingham, où ils ont travaillé avec la galerie Icon. Dans tous ces projets, le but essentiel est de changer le public de la galerie. C'est d'ouvrir ces galeries à des publics plus diversifiés qui représentent mieux les villes dans lesquelles ils se situent. Alors pour moi, je vois ça comme étant l'accès à la culture. Aucune de ces galeries ne serait prête, je crois, à changer leur offre culturelle pour attirer un public. Les résultats sociaux, ça c'est une organisation qui s'appelle Double Impact, avec laquelle ma femme en fait a travaillé à Nottingham pendant plusieurs années. C'est une organisation qui soutient les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool et la drogue. Et pendant plusieurs années, ils ont développé un travail avec différents artistes dans la ville. Ils ont créé leur propre travail et ils ont aussi créé des expositions de ce travail pour ouvrir un dialogue avec la ville. Mais l'organisation qui soutient ce travail, Double Impact, est une organisation avec des objectifs entièrement sociaux. Leur but est de soutenir ces gens qui vivent des vies extrêmement précaires
et ils s'intéressent aux arts simplement parce que c'est un moyen qui les aide dans ce but. Finalement, l'inclusion culturelle, et je me suis limité dans ce que je vous montre à des exemples de ma propre région, mais j'aurais pu vous en montrer d'autres d'un peu partout. Mais ça, c'est un nouveau centre culturel dans un quartier au centre de Nottingham, un quartier très pauvre où il y a beaucoup de personnes d'origine non européenne. Et c'est un centre culturel qui priorise et met en valeur l'expression artistique de personnes de ce quartier, c'est-à-dire l'art qui vient d'artistes d'origine indienne, pakistanaise, africaine, chinoise ou autre. Et pour moi, de voir un projet comme ça, un bâtiment important qui a coûté plusieurs millions de livres à construire, établi dans un quartier aussi pauvre que ça, c'est une mesure de la transformation que j'ai évoquée avant. Et si vous voyez l'image à votre droite, c'est une image très peu typique du public des galeries en Angleterre, et je pense probablement un peu partout. Et c'est parce que cette galerie, en fait, met en valeur l'art et la vision culturelle de ces communautés qui les entourent. Alors pour moi, ça c'est vraiment l'inclusion culturelle. Bon, pour finir, je voudrais juste évoquer quelques raisons qui me paraissent importantes pour expliquer le développement que je viens d'évoquer. Il y a d'abord les facteurs politiques. Certainement, la volonté des élus, le financement a été important dans les dernières 30 années. Mais au cours d'une conversation à midi, j'avais un peu proposé que, dans mon expérience, les élus ont suivi là où les artistes ont voulu aller, et pas le contraire. Ce n'est pas, les artistes ne font pas ce travail parce que les élus l'exigent. Les élus comprennent petit à petit ce que le public veut, ce qui est intéressant dans le domaine artistique. Mais les facteurs politiques sont importants. Les facteurs sociaux aussi, l'éducation, le loisir, la prospérité croissante que nous avons vue dans les dernières 30 années. Quand je suis allé à l'université, dans les années 70, 8% de la population anglaise allait à l'université. Aujourd'hui, c'est entre 40 et 50%. Donc, nous sommes en train de transformer une société et ses attentes. Des facteurs technologiques, les ordinateurs et l'Internet. Quand j'ai commencé à Londres à travailler comme animateur culturel, on parlait d'une façon extrêmement naïve de vouloir mettre à la disposition du public les moyens de la production culturelle. Là, en fait, aujourd'hui, avec les ordinateurs et l'Internet, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont à leur disposition les moyens non seulement de production culturelle, mais de distribution culturelle. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ils ont aussi les moyens de critique culturelle. Et finalement, les facteurs idéologiques, la démocratisation de notre société, certainement en Angleterre, le déclin de la foi religieuse et aussi politique. Et j'ai dit au début de cette intervention que je pense qu'aujourd'hui, on met trop d'importance, on demande trop à la culture. Parce que la politique, les idéologies politiques et la foi ne sont plus en mesure, certainement en Angleterre, de répondre à notre besoin de valeur, notre besoin de créer un sens, d'interpréter notre expérience. Aujourd'hui,
c'est la culture qui, toute seule, doit porter le fardeau qu'elle partageait par le passé avec d'autres systèmes idéologiques. Et je termine simplement avec 3 questions qui me préoccupent parmi beaucoup de questions. Qui est en train de bénéficier de cette grande croissance de la culture dans les dernières 30 années que j'ai évoquées, de toutes ces activités? Est-ce que ce sont les personnes qui, en principe, sont visées, ou est-ce que c'est en fait quelqu'un d'autre? Ensuite, quel est le but de toute cette activité culturelle? Qu'est-ce qu'on essaye vraiment d'accomplir avec tout ça en tant que société? Et finalement, en quoi auront les choses améliorées d'ici 10 ans? C'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Merci beaucoup.